Alors, on va passer aux questions des groupes. Alors, je vais les faire par ordre de réception. Donc, le groupe ensemble pour savoir plus. Votre question numéro 1. Alors, cet été a été marqué par la fonte des neiges sur l'usage des pesticides à proximité des habitations. La commune ne s'est pas engagée dans une démarche de soutien auprès de ces derniers et de protection vis-à-vis de sa population, en prenant également un arrêté. La préfecture a de plus autorisé l'épandage des boues de la station d'Achères, dans le 78, réputés pour leur toxicité sur les champs tout proches, notamment à Oissery et à Marchais-Moret. La ville a par ailleurs acheté en 2018 pour plus de 2300 € de produits désherbants. Quels sont ces produits et où ont-ils été utilisés? Alors, il y a deux questions en une, mais c'est pas grave, je vais y répondre quand même. Donc la première, concernant l'usage des pesticides. Vous savez que... pourquoi j'ai pas pris l'arrêté? Parce qu'il aurait servi à rien. On aurait pu le faire, mais notre commune n'est pas concernée par l'épandage, même si ça vient aux limites de commune. Si je prenais un arrêté, il ne sera pas applicable sur le territoire de Oissery, et les épandages, vous l'avez dit vous-même dans le titre, se font sur Oissery et Marchais-Moret. D'ailleurs, même de toute façon, même si on avait fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs, le tribunal administratif shoot tous les arrêtés des communes, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un arrêté préfectoral qui passe au-dessus de nos compétences. Donc malheureusement, on le veuille ou non, alors là où je vous rejoins et où on peut être inquiet sur notre santé, c'est que je crois que la limite c'était 100 mètres en bordure, je sais pas quoi, et 150 mètres, enfin il y avait une différence entre les deux. C'est le gouvernement qui est en train de revoir la chose et de le mettre à 5 à 10 mètres, d'après ce que j'ai entendu. Donc ce qui est vraiment, là-dessus on est complètement d'accord, c'est une débilité profonde, mais malheureusement ça, on n'y peut rien. Après, encore une fois, faites attention quand vous posez des questions et que vous dites des choses. Quand vous dites que les épandages de boue viennent de la station d'Achères dans le 78 et qu'elles sont réputées toxiques, c'est normal qu'elles viennent de la station d'Achères, parce qu'il n'y a qu'une station en Ile-de-France qui retraite les boues de tout le monde. En fait, c'est nos boues à nous, de nos stations du coin, qui vont là-bas et qui reviennent être épandues ici. Mais comme ça se fait depuis des années, hein. Ça fait 10-15 ans que c'est comme ça. Alors je ne dis pas que c'est bien, non mais je dis pas que c'est bien, mais dans la façon dans laquelle vous avez tourné la question, on a l'impression qu'on accueille chez nous des saloperies du 78. Non, ce sont nos boues à nous qui ont été retraités là-bas, parce qu'il n'y a qu'une seule usine qui les retraite, ça, on n'y peut rien, et elles reviennent chez nous après. Voilà. Donc je voulais lever cette ambiguïté-là, parce que... On pourrait... Alors, ça c'est dans l'arrêté préfectoral. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Pas de souci. Après, vous m'interrogez sur ce que nous, on consomme dans la commune. Alors, on a effectivement deux factures pour des montants de 2300 € dans l'année, mais qui ne sont pas des produits désherbants. Parce qu'en fait, dans cette... écoutez la réponse, sinon... Dans ces produits-là, on a la peinture de traçage de terrain et le produit de nettoyage de la machine qu'il fait, pour un peu plus de 1000 €. Donc il y a plus de la moitié qui est ça. Et après, effectivement, on a deux désherbants, un en toute petite quantité, parce que vraiment, il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Et sinon, le gros de notre désherbant est du désherbant naturel. Voilà, on n'achète pas de Roundup, quelque chose comme ça. Voilà. Et 2300 € par rapport à la taille de notre commune, c'est très très peu. Voilà. Et forcément, il y en a un petit peu. Et de toute façon, tous les produits que nous achetons sont de toute façon homologués et autorisés. Bien d'accord. Ok. Votre deuxième question. Oui, en fait, comme Parole Pathusienne a également posé la même question, j'attendrai la réponse que vous lui faites. Non, on les prend dans l'ordre, donc que je réponde là ou là-bas, je vais faire la réponse ici. Allez-y, lisez votre question. Alors, dans le grand livre comptable 2018, la mairie a acheté pour 6 624 € de bouteilles de champagne. Combien de bouteilles cela représente-t-il? À quelle manifestation et ou célébration ont-elles utilisé et en quelle quantité? Alors, je vais faire sortir un petit tableau sur l'ensemble des achats de champagne depuis 2014, sur l'ensemble de la mandature. Puisque c'est assez parlant, et il y a effectivement, bien évidemment, une explication qui n'est peut-être pas celle que vous attendez, mais qui en tout cas est la vraie explication.
Donc en 2014, il a été acheté pour 3 880, en 2015 pour 4 680, en 2016, il n'y en a pas eu du tout. En 2017, il y en a eu pour 3 240. Effectivement, cette année, 6 624. Pourquoi? Parce que par rapport aux autres années, il y a 2 manifestations supplémentaires. Une qui a déjà eu lieu, qui était l'inauguration du CCB où la population a été invitée, donc on ne savait absolument pas le chiffre. Donc effectivement, on a fait une commande supérieure pour en avoir suffisamment. D'ailleurs, je vous rassure, je peux vous dire, je les ai comptés ce matin, il reste 19 cartons en stock, donc on ne va pas en recommander tout de suite. Et puis, il y a une deuxième information que vous n'avez pas, alors 19 cartons en dehors de ce qu'on va utiliser. Il est de tradition, et c'est notre tour cette année, puisqu'on l'avait fait dans la première mandature, mais on ne l'avait pas accueilli depuis. Le Festival des Anciens qui regroupe tous les clubs des anciens, voilà, 2012, qui regroupe les clubs des anciens de tout notre secteur et qui existe depuis 23 ans, 25 ans, je ne sais plus, et qui accueille plus de 600 anciens pour un déjeuner spectacle, etc., se passe cette année. C'est notre club de l'amitié qui l'organise, et donc c'est nous qui l'accueillons dans notre gymnase. Et il est de tradition, ça a toujours été comme ça, que la commune qui accueille offre au dessert le champagne à nos anciens. Donc c'est pour ça que la commande est supérieure cette année, parce qu'on a ces deux manifestations-là qui nécessitaient d'en commander un peu plus que la normale. On va passer aux questions suivantes. Donc, Alliance Mathusienne. Alors, à Vivaldi, le service d'études est assuré par des enseignants. Le nombre d'enfants est bien trop important pour ce type de service, qui se veut qualitatif. Un enseignant pour 24 enfants, au lieu un enseignant pour 12 ou 13 préconisés par les enseignants et l'éducation nationale. À Pérou, pour le même prix de prestation, depuis l'an dernier, les enseignants ne participaient pas quasiment plus à ce service. Il est donc complété par une animatrice aguerrie depuis plusieurs années à cet exercice. Depuis cette année, aucun enseignant ne participe à ce service et tous les animateurs, sans exception, quelle que soit leur expérience, leurs compétences et surtout leurs souhaits, sont obligés par la feuille de poste d'assurer ce service si on leur demande. Aucun animateur n'est volontaire pour encadrer ce service, et pour cause. Il ne s'agit pas d'un service d'animation, mais bien d'accompagnement scolaire. Il y a une différence de traitement entre l'offre proposée à Vivaldi et Pérou. Comptez-vous rétablir une équité entre tous les enfants de la ville en proposant un service d'études tel que préconisé par l'Éducation nationale à tous les enfants de la commune, ou à défaut adopter une tarification adaptée aux services dégradés proposés aux familles de l'école Charles Perrault. Alors, très instructif, cette question. Je suis désolé, hein, mais encore une fois, je vais pointer le doigt sur de nombreuses erreurs et de nombreux manquements à la réalité. Quand vous dites que depuis cette année, aucun enseignant ne participe, c'est faux. Je vais vous le prouver juste après. Quand vous dites qu'il ne s'agit pas d'un service d'animation, mais bien d'un accompagnement scolaire, c'est faux. Je vais vous le prouver après. Quand vous demandez si on compte rétablir une équité entre les enfants de la ville en proposant un tarif différencié, la loi nous l'interdit, puisque l'équité doit... on ne peut pas avoir un même service avec deux tarifications, ça c'est la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis quand vous parliez à un autre moment, où est-ce que je l'avais souligné, adapté aux services dégradés, vous sous-entendez que le personnel qui est mis aujourd'hui dessus n'est pas compétent et qu'il n'y en avait qu'une seule qui était capable de le faire. C'est assez dégradant pour le personnel. Alors je vais vous donner les chiffres. Non, il n'y a pas de réponse. Je vais vous donner les chiffres depuis le début de l'année qui sont inscrits. Des chiffres qui sont inscrits sur le portail famille que vous pouvez contrôler. Vivaldi, alors je ne sais pas où vous êtes allé chercher qu'il n'y a pas d'enseignants, il y a 3 enseignants cette année qui le font, je peux même vous les citer, où est-ce que j'ai la feuille avec, voilà. Ah, il ne faut pas donner le nom. Mais si, les instituts on peut, parce que c'est pas du personnel communal. Donc il y a 3 instituts, il y a 5 instituts volontaires, il y en a 3 qui font sur le lundi. Le lundi, il y en a 3, le mardi, c'est les 3 mêmes, et le jeudi et le vendredi, le premier institut change, le jeudi c'en est un, et le vendredi c'en est un autre. Donc il y a 5 instituts
pour le minimum d'enfants présents, c'est 45 inscrits, et le maximum, c'est 49. Donc on est à 1 pour 15, comme vous aviez l'air de dire, de le préconiser. J'ajoute que c'était une préconisation purement, il n'y a aucun chiffre de l'éducation nationale, puisque ce n'est pas du tout réglementé, puisque l'étude peut être mise en place ou peut ne pas être mise en place. Il y a beaucoup de communes qui n'en ont pas, malheureusement. L'éducation nationale nous impose de payer les instituts un certain prix, s'il le faut. Là, on a une grille tarifaire, on ne peut pas en déroger. Mais par contre, les instituts doivent être volontaires. Donc je n'ai aucun pouvoir d'obliger ou pas un institut de faire. Il y a des années, il y en a, il y a des années, il n'y en a pas. Ça dépend aussi du mouvement et puis de leur bon vouloir. Ça, on ne peut pas le faire. Et apéro, alors effectivement, apéro, nous n'avons pas d'institut, là, ça on est d'accord. Et c'est donc un animateur qui prendra le relais. Les enfants inscrits minimum 12, maximum 15. Donc on est à 1 pour 15. Si effectivement ce chiffre devait monter, on en mettrait un deuxième. Et si le chiffre devait monter de l'autre côté, alors ils ne monteront pas, parce que c'est toujours en début d'année qu'ils sont plus élevés. Toutes les statistiques depuis des années montrent que sur septembre-octobre, il y a une grosse partie, et puis après, ça se maintient, mais ça s'étiole un petit peu, et ça ne remonte jamais au-delà des chiffres du début d'année. Après, je vais vous lire un petit paragraphe qui est extrait du règlement intérieur et qui concerne les études. Règlement intérieur que nous avons voté à l'unanimité. Donc vous l'avez voté aussi, il y a très peu de temps, c'était en mars, en avril. L'étude surveillée est encadrée par des enseignants volontaires, si besoin complétée par le personnel du service enfance-jeunesse. Il n'y a pas de tout d'encadrement obligatoire pour ce temps, mais la commune s'efforcera de dédier un encadrant pour, on avait marqué, un maximum de 23 enfants, de 23 enfants, pardon. Alors là, c'est pas le cas, puisqu'on est à 15. Et ça, c'est bien un chiffre que je veux éventuellement bien revoir et essayer de rester le plus proche de 15 possible pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et ça dépend aussi des effectifs, en particulier d'enseignants volontaires. Et on rajoute un petit paragraphe en dessous. Le but de ce moment est d'aménager un temps calme et approprié pour que les enfants puissent faire leurs devoirs dans des conditions idéales. L'enfant doit faire ses devoirs en autonomie et cela ne doit pas dispenser les parents d'un contrôle régulier. Donc, je réitère le fait que l'étude est un service supplémentaire que l'on propose. Ce n'est pas un temps éducation nationale, comme vous aviez l'air de le dire, où il y a de l'explication pédagogique et du travail. Si c'est fait par un enseignant, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, s'il y a un problème de compréhension, il sera effectivement plus à même de pouvoir y répondre. Peut-être mieux ou moins bien, ça c'est un jugement de personne. On a peut-être dans nos animateurs des gens qui font des études à côté très importantes et qui sont peut-être même sur certains sujets, peut-être plus à même qu'un institut à répondre. C'est quelque chose que je ne suis pas en capacité de mesurer. Voilà, donc c'est pour vous dire que... sur la petite réflexion que vous avez faite tout à l'heure concernant les enseignants et les animateurs, je ne veux pas dégrader la valeur des animateurs. C'est ce que vous avez marqué. Oui, d'accord, mais... Je veux bien. Non. Alors si vous n'êtes pas exprimé, ok, je n'avais pas tout à fait compris ce que je voulais dire. C'est qu'un enseignant, il est qualifié pour dispenser un enseignement à un enfant, alors qu'un animateur, il ne l'est pas. On est d'accord, voilà. Sauf que nous ne sommes pas dans le cadre de la dispense d'un enseignement. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'oblige pas les enseignants à... Si ce temps d'études était effectivement un temps totalement nécessaire qui rentre dans le cadre de l'apprentissage, pourquoi est-ce que l'État ne prend pas cette mesure-là? Tout simplement parce qu'il en est incapable. Regardez ce que ça a donné au collège. Tous les collèges de France les annoncent il y a quelques mois, là, où on devait tous avoir des études, etc. Très bien. C'est mis en place au collège de Ouasserie? Non. Pourquoi? Parce que le directeur du collège, le principal, il a trouvé personne. Il fallait trouver des retraités ou des volontaires ou des gens bénévoles. Parce qu'on ne met pas de crédit en face. Ben, il n'y a personne. Et donc il n'y a pas d'études. Donc vous voyez, les effets d'annonce et les choses, nous on veut bien tout ce qu'on veut, mais nous on est sur le terrain derrière avec les choses à gérer. Et soit on est capable de le faire parce qu'on en a les moyens, soit on n'est pas capable. Et si on maîtrise la chose de A à Z, il n'y a aucun problème. On prend les décisions ou on ne les prend pas. Et on est jugé dessus derrière. Mais là, on applique quelque chose, on essaye de faire au mieux, mais on a une partie de la décision qu'on ne maîtrise pas.
En particulier le volontariat des enseignants. C'est un accompagnement qui est fait au donc, niveau de Pérou. Je les appelle solennellement à essayer sur l'école de pouvoir... Alors après, ce qu'on peut peut-être essayer de faire, si on a d'autres volontaires sur Vivaldi, voir s'il y en a quelques-uns qui veulent bien aller le faire de l'autre côté. Pourquoi pas? C'est arrivé il y a 2 ans, on avait une institut de Wassery qui faisait l'étude à Pérou. Maintenant, elle est montée directrice, elle a beaucoup de travail, elle n'a plus le temps de le faire. Bon, c'est dommage. Votre question suivante. Votre question suivante. Votre question suivante. La fermeture de la RN 330 n'a pas été sans dommage pour les commerçants et les artisans de notre pays. Un certain nombre d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Avez-vous été en mesure d'estimer ce manque à gagner et quelles mesures comptez-vous prendre pour les aider? Alors, encore une fois, en toute honnêteté, là, je ne comprends pas la question. Je ne la comprends pas et je vais vous dire pourquoi. Enfin, aucun commerçant, aucun artisan, alors que je les vois régulièrement, j'ai des contacts avec régulièrement, ne m'a tenu ce discours-là. J'en ai un qui m'a parlé de la fermeture de 330, le Colruyt. Et lui, il est content, il a fait plus 1. En juillet et en août. Très content. Il m'a dit, si tu veux laisser la 330 fermée, moi, ça me va bien. Alors, pourquoi? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on serait par exemple dans le cadre de Saint-Souplet. Votre question serait légitime, parce que dans le cadre des artisans et des commerçants de Saint-Souplet, ils ont une part de leur chiffre d'affaires qui est due au passage du fait que la nationale traverse. Alors, c'est une chance ou c'est un avantage pour nous, ça dépend si on se place sur le côté commerce, sur le côté tranquillité, mais nous, c'est vrai qu'on est en retrait. Donc nous, jamais nos commerçants et nos artisans, et c'est bien ça le problème du développement aussi du commerce, on pourrait en dire un mot, ne se plaignent du problème de passage. Ils n'en ont pas. Leur clientèle, c'est la clientèle d'ici, avec un peu celle de Wassery, mais voilà, ils n'ont absolument aucune clientèle de passage. Donc, pour eux, la fermeture de la 330, elle n'a rien impacté. Alors, sauf si vous en avez nominativement qui sont venus vous voir, orientez-les vers nous, bien évidemment, on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour eux, en respectant aussi les règles de concurrence, parce qu'on ne peut pas en aider un plus qu'un autre. Hein. Mais non, très sincèrement, je ne pense qu'on n'a absolument pas du tout été impacté par ça. En tout cas pour les commerçants. Après, peut-être que pour les artisans, qui vont travailler à l'extérieur, peut-être que cela, effectivement, oui, mais comme tout le monde, a mis un peu plus de temps à aller à son travail ou à rejoindre. Ça, je veux bien l'entendre. En particulier, par exemple, des électriciens, des plombiers, des choses comme ça qui vont sur des chantiers à l'extérieur. Oui, ça, je veux bien entendre que ça leur ait procuré des difficultés. En augmentation du temps de transport, en encombrement, peut-être perdant un peu, voilà. Mais au bout d'un moment aussi, il faut bien que quand il y a des travaux, on sait qu'il y a une gêne, forcément. Et il a été choisi de le faire aussi avec les autorités pendant les vacances, de façon à essayer de minimiser au maximum les nuisances. Sachant que quand on fait un rond-point, il y a deux techniques. La technique classique, c'est 4 mois un rond-point. En particulier sur le nôtre, là-bas, où il y avait 4 couches de grave-ciment à faire pour rattraper les niveaux. Quand on coule une couche de grave-ciment, derrière, c'est 1 semaine. Je ne suis pas un produit BTP, hein, mais on me l'a expliqué, donc je vous le restitue. C'est 1 semaine de repos sans travaux pour que ça se passe. Donc 4 couches, 1 mois, juste pour faire ça. Là, on a utilisé une autre technique, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de passages de convois exceptionnels, etc. Le chantier a été choisi d'être... le soubassement a été coulé en béton. Il y a eu 100 000 mètres cubes de béton de coulé sous la chaussée pour stabiliser, de façon à éviter ces épaisseurs de grave-ciment. Voilà. Donc normalement, ça a été fait en 2 mois, ils ont eu les délais. Normalement, c'était 4. Vous voyez, ça aurait pu être encore plus... Mais très sincèrement, si vous en avez, alors moi, ils ne sont pas venus vers moi, n'hésitez pas, envoyez-les et on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour eux, mais je suis très étonné de la question. Il est un fait, à part les poids lourds qui étaient interdits de rentrer sur Saint-Mathieu, par affichage, bien entendu, et par la déviation, déviation qui a été faite, je dirais à la rigueur, très mal faite, parce que bon, obliger les poids lourds à faire demi-tour dans le
dans le rond-point du côté de Mexral. Ça, on est d'accord, mais c'est pas notre très bien compétence. calculé par les ingénieurs. C'est vrai que c'est des grosses têtes ces jours-là, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a du passage de véhicules légers quand même qui passe sur cette nationale 330. C'est par rapport à ça qu'on pouvait éventuellement le considérer. Ah oui, mais bon, moi, allez-y, envoyez-moi les gens, je veux bien, mais ok. Alors, parole pathusienne. Donc, votre première question, j'ai déjà répondu, hein, donc c'est terminé dessus. Juste une petite précision sur... Votre question numéro... Juste une précision sur la fin de la question. Ce que vous aviez prévu en la matière. Mais la réponse que j'ai donnée, j'avais le Festival des Anciens, parce que vous je n'en dirai pas plus et j'assume totalement la... Cette partie-là, c'était pas sur la question. Alors, la question numéro 2. Allez-y, je vous écoute. C'est un secret. C'est un secret. Le grand livre comptable que vous nous avez transmis après le précédent conseil municipal laisse apparaître que la commune s'est acquittée des dépenses suivantes. 468,09 € à l'ordre de SCP Tristan, le payé d'art, le 20 juin 2018, et 744,99 € à l'ordre de la même personne, le 24 juillet 2018. Ces deux dépenses communales ont été faites dans le cadre d'une poursuite judiciaire que vous avez engagée à l'encontre de plusieurs personnes et pour laquelle la commune a été dégagée de toute implication. Cette affaire est clairement une affaire personnelle entre vous et eux, et les conclusions du tribunal l'attestent sans aucune ambiguïté. Les pathusiens n'ayant tout naturellement pas subvenu à vos besoins personnels en matière judiciaire, pourriez-vous nous dire si vous avez procédé à titre personnel au remboursement de la personne indiquée? Aucune trace de remboursement n'a été trouvée dans le grand livre. Dans le cas contraire, pourriez-vous nous indiquer si vous comptez le faire et sous quel délai? Alors, je suis tout à fait ravi que vous reconnaissiez que vous avez les documents, puisque vous dites que vous avez bien... Il manque 2 pages, alors c'est peut-être dans ces 2 pages, hein, mais je désespère. Alors, vous avez demandé lesquels, vous n'êtes pas capable de nous les dire. L'idée, c'est de nous transmettre des documents complets, monsieur le maire. C'est pas l'objet de la question. On l'a imprimé en complet. Ah bon? Il manque quand même 2 pages. Alors, ce sont des constats d'huissier dans le cadre de procédures engagées par la commune. Et voilà. D'autres réponses à vous dire que cela. Et vous donc vous nous certifiez que la commune était compétente pour le faire? Alors, donc, je vous viens de vous répondre que c'était des procédures, dans le cadre de procédures de la commune. Moi je pense que vous auriez dû à titre personnel rembourser ça puisque vous avez été déclaré. Mais ça ne correspond pas à ce que vous imaginez que c'est, donc c'est comme ça. Il n'y a pas de débat sur l'affaire est clairement dite, je la nomme pas par correction, mais l'affaire est clairement... Il n'y a pas de débat sur ces questions, et encore une fois, monsieur Landelier, si je suis dans le faux, attaqué. C'est vraiment un conseil municipal. Alors, je vais passer aucune information. C'est extrêmement faux, vous avez toutes les infos et nous répondons à toutes les questions. Mais comme d'habitude, vous êtes dans le...